Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance compliquée qui met les marchés en chaos technique après 2 jours de reprise. La rechute a été relativement lourde dans une ambiance toujours très nerveuse, volatile, avec toujours à peu près les mêmes inquiétudes qui ne font que s'accroître. Le risque de confinement de Pékin peut-être qui augmente malgré le démenti des autorités chinoises. La situation européenne vis-à-vis du gaz russe qui se tend alors que les échéances de paiement pour un certain nombre d'importateurs européens de gaz russe approchent rapidement dans les prochains jours. Et puis toujours le sujet de l'inflation au lendemain de la publication de l'estimation d'inflation américaine pour le mois d'avril qui n'a pas totalement rassuré les investisseurs. On reviendra sur ces sujets évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La volatilité reste importante sur l'ensemble des classes d'actifs, actions, obligations et devises, avec un euro qui s'effondre encore aujourd'hui de manière spectaculaire. Une baisse de l'euro face à la hausse du dollar, ça donne un euro-dollar qui a plongé sous 1,04 aujourd'hui au cours de cette séance qui nous ramène sur les niveaux qu'on a connus au cours du premier trimestre 2017. On avait touché un point bas à 1,0350 sur la parité euro-dollar au cours de ce début d'année 2017, il y a donc 5 ans en arrière. Voilà pour le panorama des marchés. Séance compliquée donc, et dans le dernier quart d'heure, nous sortirons un petit peu de l'ambiance chaude intraday pour s'intéresser à la finance solidaire et nous parlerons notamment de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Total le 25 mai prochain qui sera un moment important sans doute de tension entre les actionnaires et la direction de Total sur les sujets climatiques et sur le sujet de la stratégie climat de Total. C'est Frédéric Villot qui sera avec nous en plateau comme une fois par mois pour parler de finance solidaire à partir de 17h45. Des marchés européens qui essayent de remonter un peu la pente en cette fin de journée compliquée sur les marchés. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le rouge domine toujours à Paris. La bourse de New York entame la séance en baisse. 1 heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du travail publiait un indice des prix américains à la production pour le mois d'avril, conforme aux attentes, soit en augmentation de 0,5% d'un mois sur l'autre et de 11% sur un an. Hors alimentation et énergie, la hausse des prix à la production se limite à 0,4% par rapport au mois de mars, contre 0,6% de consensus et 1,2% un mois plus tôt. Du côté des entreprises, Foxconn, premier sous-traitant mondial pour l'électronique grand public, fait état dans le secteur d'un ralentissement de la demande dû à l'inflation, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les restrictions sanitaires en Chine. Les valeurs technologiques reculent à l'image d'Apple, dont Foxconn est le principal fournisseur. S'agissant des résultats d'entreprise, Walt Disney recule. Il fait état d'un deuxième trimestre inférieur aux attentes. Le groupe met en garde quant aux potentiels effets sur ses comptes des problèmes d'approvisionnement et de la hausse des coûts salariaux. Beyond Meat plonge sous l'effet pour le premier trimestre de la publication d'un creusement de sa perte nette liée là aussi à une hausse des coûts. Les groupes pétroliers chutent dans le sillage du recul des cours du pétrole. À Paris, le secteur du luxe pèse sur la tendance. Kering, Hermès et LVMH chutent. De sensibles hausses des taux d'intérêt, on retrouve Dassault Systèmes dont le titre est en net repli. Et puis les cycliques comme Renault et ArcelorMittal chutent. On relève que STMicroelectronics est en nette hausse. Dans le cadre de son Investor Day, le groupe a indiqué viser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027 au plus tard, grâce à une demande soutenue du secteur automobile, industriel et des constructeurs de smartphones. Demain, l'indice préliminaire de l'Université de Michigan mesurant le moral des ménages américains constituera le principal rendez-vous économique du jour. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, le responsable des solutions d'investissement taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Thibaut Prébet à nos côtés également. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel et Wilfried Galland, le directeur stratégiste de Montpensier Finance, est avec nous également ce soir. Bonsoir Wilfried. Bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est le genre de séance où on flirte toujours avec la panique sans totalement basculer dans un chaos total de marché, mais force est de constater quand même que les désordres sur les marchés sont de plus en plus nombreux. Alors on pourra décrypter un peu la séance du jour, mais encore une fois, une volatilité qui a explosé sur toutes les classes d'actifs, des devises aux actions, en passant par les marchés obligataires, et la séance du jour est un très bon résumé de cette situation. Ouais, tout à fait. Alors, paradoxalement, on attend tous la fameuse séance de capitulation, c'est-à-dire la séance où effectivement il y a la grande panique et on se dit là c'est bon, on a touché le fond, on va pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Et à chaque fois on ne l'a pas en fait. On a énormément de volatilité intra-séance, en particulier aux États-Unis, et on n'arrive jamais en fait à trouver des supports. Et donc, on se retrouve en fait avec un marché qui est à la fois, c'est assez bizarre, c'est un marché qui est à la fois d'arriver par beaucoup de fondamentaux, effectivement sur l'inflation, sur la situation en Chine, c'est essentiellement les deux éléments importants. En gros, à quelle vitesse est-ce qu'on va aller en récession, véritable question. Et puis en même temps, un marché hyper technique, avec des seuils dans tous les sens, des retracements dans tous les sens, avec des couvertures de position, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais des couvertures de position structurées qui font qu'il y a des moments de la séance, en particulier à Wall Street, où on voit effectivement énormément de transactions parce qu'il y a des couvertures qui doivent se prendre sur les émetteurs de produits dérivés, de produits structurés. Et donc, effectivement, on est sur des marchés qui sont extrêmement difficiles à lire. Il y a des phénomènes qui s'auto-alimentent là aujourd'hui. Exactement. Et on voit, et c'est un peu c'est quand même assez déstabilisant. C'est-à-dire que la volatilité sur le marché action, alors c'est important, mais c'est pas fondamental. En revanche, quand on commence à avoir de la volatilité comme on a aujourd'hui sur les taux, quand même, volatilité sur les taux souverains qui sont quand même totalement considérable. Enfin, on va dans tous les sens. Et la volatilité sur les devises, j'ai beaucoup fait la comparaison avec la période des années 70 où on n'avait pas de volatilité. Enfin, en tout cas, on avait un effondrement du dollar qu'on n'a pas aujourd'hui. Là, c'est un peu l'inverse. On a un effondrement des devises par rapport au dollar. Et donc, il impacte les autres banques centrales qui disent à un moment donné, il faut qu'on dise des choses, il va falloir qu'on fasse des choses, même si on n'a pas nécessairement envie de les faire. Et donc, tout ceci nous donne un environnement qui, effectivement, est difficilement lisible, une espèce de brouillard dans lequel il faut se repérer, avec des éléments quand même de valorisation. Je regardais les éléments de valorisation du Standard & Poor's tout à l'heure. On est maintenant autour de 16 sur une valorisation coût-bénéfice sur les projections à 12 mois. On n'est pas très très loin des seuils où, en théorie, autour de 14-15, on commence à dire que là, ce sont des socles historiques de marché baissier dans lesquels on peut commencer à acheter. Mais on n'y est pas encore. Non. Donc on se dit, voilà, on n'est pas très loin, on n'y est pas encore. Commencer à acheter maintenant, pourquoi pas, mais on risque de se faire de nouveau reprendre si jamais il y a, par exemple, effectivement un confinement à Pékin. Donc très très difficile à c'est ça. Ouais. Pour un Nasdaq qui a déjà perdu quand même près de 30% désormais depuis le début de l'année, à 20% de baisse, on se disait, attends, historiquement, le Nasdaq, pour un investisseur long terme, 20-25% de discount, normalement, c'est une opportunité. Là, on est déjà quasiment à 30%. Et quand j'écoute un peu les stratégistes ou les techniciens, disent, le risque, c'est qu'on puisse perdre encore 10%. C'est pas neutre. Le problème du Nasdaq, c'est quand on regarde à l'intérieur du Nasdaq, on a effectivement énormément de valeurs. On a plus de 50% des valeurs qui ont baissé de plus de 50%. Oui. C'est déjà beaucoup. Et là, on voit que les valeurs qui tenaient le Nasdaq, c'est-à-dire Apple, Microsoft, commencent effectivement à être là aussi vendues. Donc c'est un peu compliqué. Il y a quand même un point, moi je voudrais ajouter, qui échappe un peu à la discussion qu'on a généralement sur les réseaux sociaux, les discussions, parce qu'on est devenu sur des choses qui sont tellement techniques, avec des hedges qui font le marché, des histoires de CTA, de rebalancement. On a des mails le soir de brokers, honnêtement, on peut parfois comprendre un mot sur 12 de ce qu'ils racontent, mais on comprend que c'est des phénomènes techniques. C'est ce que je disais, des trucs qui s'auto-alimentent dans le marché. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça échappe totalement à la notion de qualité des résultats. C'est-à-dire qu'on achète des entreprises. Il est intéressant de noter que c'est le plus faible début d'année depuis 1932 sur le Nasdaq. À l'époque, les bénéfices étaient en baisse de 40% sur un an. La dernière fois qu'on a fait d'aussi bons résultats en Europe par rapport aux attentes qui étaient déjà très élevées, c'était le premier trimestre 2009. Donc les mois d'avril-mai qui sont parmi les mois les plus haussiers qu'on ait connus sur le marché européen. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois une conjoncture microéconomique qui est incroyablement robuste, très au-dessus des attentes partout, encore plus en Europe, ce qui n'est pas une grande surprise vu l'effet de vis qui est particulièrement favorable aux entreprises européennes, avec un des trimestres les plus dégueulasses qu'on ait connus. Et ceci, vous prenez comme exemple HelloFresh,
qui fait quand même un 55% d'EBITDA de plus que ce qui était attendu. Pour une société où les gens disaient ils vont pas tenir leur marge, c'est quand même assez humoristique. Ça prend 35 en 3 jours, ça les repère en 3 séances. Donc on a un marché qui a lâché la partie micro. Et c'est ça qui est assez inhabituel, atypique, c'est qu'on a un scénario de crise macro qu'on connaît très bien. On a des presque euphories micro avec quand même une prudence sur les semaines à venir, mais qui reste très élevée sur l'année, et que les deux cohabitent d'une manière tout à fait inhabituelle et objectivement totalement instable. Et comment vous l'expliquez, Thibault? Comment on explique que l'hémorragie continue alors même qu'on a des forces de rappel microéconomiques et qu'on a finalement un scénario macro qui n'a pas changé entre la semaine dernière et aujourd'hui, hein. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que le marché raisonne face à l'histoire. Il a besoin d'avoir des repères tout le temps. Des retraits, des ajouts de liquidité si hallucinants que même qu'en retraitant 5-10%, on ne sait pas ce que ça fait. Donc personne ne sait où c'est censé aller. Tout le monde se dit, si l'effet liquidité massif s'en va, peut-être que tout va se dégonfler, oubliant effectivement qu'il y a des sociétés qui n'ont rien à voir en opérationnel avec ce qu'elles étaient il y a 5 ans. Et que donc considérer que c'est un retour de prix qui est normal, ça paraît massif. On prend l'exemple idiot de LVMH, une société qui certes baisse que de 30% depuis juillet dernier. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a cru de 15%. Donc ramener à ses résultats, ça baisse de 50%. C'est quand même beaucoup. C'est pas une hausse de taux de 1% qui, sur un modèle mathématique, peut justifier ça. Donc ce qu'on constate, c'est la première chose, c'est que on est dans une phase un peu de panique et il faut comprendre un truc que les éjecteurs ne comprennent pas, c'est que le PIB, c'est de la production. La production, ça passe beaucoup en grande distribution, en alimentation, dans des secteurs qui n'ont pas de marge et qui donc pèsent très peu dans les indices boursiers. Des sociétés qui ont beaucoup plus de marge. Prenez Dassault Systèmes, c'est rien à voir boursièrement et en bénéfice avec Carrefour, mais en chiffre d'affaires, c'est peanuts. Et donc, quelque part, on le voit que depuis longtemps. En 15, 16, 17, c'est pareil. C'est des années boursièrement très bonnes, alors que la macro était à 0,3 de croissance en France. La croissance du PIB n'est pas nécessaire pour des sociétés qui ont des fortes marges et des chiffres d'affaires limités. Et c'est ça qui remplit les indices aujourd'hui. C'est pas la grande distribution, c'est plus le retail, les banques, etc. Et donc ça, c'est difficile à accepter. Les gens disent la macro est mauvaise, les résultats vont être mauvais. C'est quelque chose qui ne marche pas. Oui, non, ça, je suis assez d'accord. Il faut vraiment fallu 2020 pour qu'on arrive à ce que ça vienne taper sur les résultats, parce que là, il n'y a plus d'activité, donc plus d'activité du tout, au bout d'un moment, quand même, ça se voit. Donc il y a ce phénomène-là qui est complexe. Et l'autre phénomène, c'est qu'on est effectivement dans des choses très techniques. On vous dit il faut qu'il y ait plus de 10% des boîtes qui soient au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours, et des trucs comme ça. Bon, techniquement, c'est vrai dans 5 jours, parce qu'il y a un an, ça avait pris 7% en un mois. Mais je veux dire, on arrive dans des choses qui sont... Pourquoi on n'est pas dans des valeurs intrinsèques. Le Nasdaq ne peut pas être à -3 à 1 heure de la journée et à +3 quelques heures après. Pourtant, c'est des choses qu'on a dû vivre 10 fois en un régulièrement, mois. Et pourtant, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que le marché n'est pas dans une logique fondamentale. Ça arrive. On a connu ça de nombreuses fois, en 2011, en 2015, en 2016, en 2018, en 20, en 22. Il faut faire avec. Mais c'est vrai que l'écartement micro-macro a probablement jamais été aussi élevé. Et pour un opérateur sur les marchés, c'est quand même compliqué à gérer. Vous avez cité LVMH. Il y a quand même un sujet de valorisation. Je n'ai pas en tête le PE de LVMH à l'été dernier. Aujourd'hui, 35. Voilà, aujourd'hui, c'est 20. Mais le problème, c'est que 20, avec la croissance qu'ils ont, ça évite très peu cher. C'est-à-dire que... Même avec l'idée que les taux seront plus à 0, mais peut-être à 1 ou à 1,5. C'est aucun sujet. C'est-à-dire que déjà... Pas de sujet pour LVMH. Puis retenez un truc, après je laisserai la parole, mais aux États-Unis, on est en mark-to-market. En Europe, on est en mark-to-model. C'est-à-dire qu'un analyste qui veut valoriser une société, qui regarde ses cash flows, ne prend jamais 0 comme niveau taux, parce que sinon il arrive à des valos au triple. Bien sûr, il prend 3. Oui. Donc quand les taux passent de 0,5 à 1, techniquement, aux US, on est au On est déjà conservateur, vous dites, dans les modèles européens, parce que quand de valorisation des vous entreprises. pouvez arriver à n'importe quel valo. Et ça, c'est un élément qui est très important. Et puis, dernier exemple, Orange, quand vous payez ça 9 fois les résultats, vous dites c'est pas cher. Mais quand vous commencez à avoir STM qui va avoir 15 à 20 de croissance qui vaut 10,5 fois, vous dites non, l'écart il est pas légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ça se paye 20 fois et qu'il y a les taux qui montent, vous vous dites le truc à 20 fois, je veux pas trop. Quand il arrive à 10,5, vous voyez le plan qu'ils ont balancé ce matin, vous vous dites c'est curieux quoi. Donc on a un marché qui est violent, on a l'habitude, ça arrive, mais qui a cette curiosité de déconnexion qui est quand même probablement un cas d'école pour les années à venir. La question est de savoir comment il va se régler. Sur les marchés de taux, les marchés obligataires, Zakaria, qu'est-ce qui inquiète le plus aujourd'hui? L'inflation ou la croissance? Les deux. Les deux, l'inflation sur la partie courte et la croissance sur la partie longue. Sur le marché de taux, finalement, quand on regarde la tendance si on dézoome un peu des séances, on voit en fait que ça répond finalement à quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que, on pensait que l'inflation était transitoire, que ça allait se calmer, c'était le scénario central des banques centrales. Finalement, c'est pas le cas, donc on commence à represser des hausses des taux. Ça explique cette tendance de hausse des taux. Après, on a des sujets des craintes sur la récession. Ça explique que la partie longue de la courbe commence un peu à baisser.
Ça, c'est l'image au global. Mais par contre, quand on rentre dans le détail d'une séance, on voit une volatilité qui est complètement déconnectée avec toute réalité fondamentale. Qu'est-ce qui ferait que, en l'absence de tout chiffre, en l'absence d'aucune communication de banque centrale, qu'est-ce qui ferait que des taux qui étaient en train de monter de 10 points de base rebaissent de 15 points de base? C'est complètement illogique. On est passé sur le 10 ans US de 3,20, c'était il y a moins d'une semaine, vendredi, quasiment 3,20 à 2,80 aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, on a eu un chiffre d'inflation au milieu qui, comme vous l'avez souligné, n'était pas très rassurant dans le sens où on voit en fait que l'inflation baisse. Oui, on a des effets de base, donc c'était attendu, mais ça baisse beaucoup moindre. Et si on regarde dans le détail, on se rend compte aussi que en fait, ce sont les composantes les moins volatiles, celles qui sont le plus persistantes dans le temps, qui commencent à être celles qui contribuent le plus à l'inflation. Donc en fait, on est en train d'enlever le scénario d'hyperinflation, d'une inflation continue d'exploser. Mais par contre, on intègre de plus en plus un scénario où l'inflation reste élevée, très élevée, trop élevée pour une banque centrale, pendant plus longtemps que prévu. On pensait il y a encore quelques mois que la décélération naturelle de l'économie, aidée par quelques hausses de taux ici et là, des chocs exogènes, un ralentissement en Chine, etc., allait suffire à normaliser la situation de l'inflation. Tout à fait. La Banque d'Angleterre nous a dit la semaine dernière que non, ce ne serait pas le cas. Même une stagnation ou une petite récession ne serait pas suffisante peut-être pour ramener l'inflation à des niveaux moins stressants. Oui, la BOE, maintenant, elle table sur une inflation... Bon, ils ont un indice qui est légèrement différent, mais ils tablent sur 10% d'inflation à la fin de l'année, quel que soit le chemin de politique monétaire d'ici là. C'est pas rassurant parce que, comme vous l'avez souligné, la BOE, c'était parmi les premiers la première banque centrale du G7 à monter ses taux. Donc ça nous donne un peu une image de ce qu'on peut potentiellement voir dans d'autres économies. C'est que c'est pas le fait qu'on monte nos taux, les taux de 1% qui va faire que cette inflation va partir. Après, il y a chaque zone a sa propre spécificité. Aux États-Unis, ils ont des sujets maintenant donc les salaires, donc le marché de l'emploi en général, plus le logement, plus la composante logement qui est là en fait pour l'inflation, et ça explique pourquoi ils accélèrent, ça explique pourquoi les 50 points de base ils sont partis pour que ça soit la norme. En Europe, on a un sujet qui est beaucoup plus complexe parce qu'on est vraiment lié à l'énergie, donc c'est plutôt le scénario de l'incertitude, et ça explique en partie cette volatilité parce que, en fonction de la trajectoire d'énergie, en fonction de ce qui se passe par rapport à la crise ukrainienne, on va avoir une réaction de banque centrale. Et c'est beaucoup plus complexe à faire qu'avec des éléments beaucoup plus structurels. Bon. Bien qu'on en parle tous les jours depuis des mois, est-ce que le risque est encore d'être surpris par une agressivité nécessaire, peut-être, des banques centrales, alors qu'on a déjà quand même accumulé et digéré un niveau d'agressivité très fort par rapport à ce qu'on imaginait évidemment il y a quelques mois. Je pense qu'il y a effectivement ce risque-là. Moi, ce qui m'inquiète, je vous dis ce qu'a dit Thibault, ce qui m'inquiète réellement, c'est que les marchés n'ont jamais vécu réellement, et je pense que ça explique beaucoup la nervosité actuelle, un retrait de liquidité comme celui qui nous est annoncé. C'est-à-dire un quantitative tightening, donc une baisse de bilan qui quand même est annoncée aux États-Unis de plus de 1 000 milliards en l'espace d'un an, qui pourrait être encore supérieur. Et en fait, ce rythme-là, cette ampleur-là, les marchés ne l'ont jamais connu et ne savent pas réellement quel va être l'impact sur le marché le plus important au monde, qui est le marché des treasuries américains. Je rappelle que la Banque centrale américaine a à peu près dans son bilan de mémoire 5800 milliards de dollars de treasuries, soit à peu près le quart de toute la dette américaine actuellement en circulation. Alors certes, Jérôme Powell a dit « je ne vais pas en vendre ». Encore heureux. Bon. Mais par contre, je vais pas en racheter. Je vais pas en racheter. Et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, parce qu'il avait laissé la porte ouverte au fait qu'il pouvait en vendre. Ah oui, Et ça, effectivement, je pense que tout est ouvert. Justement, cette hypothèse-là sur les marchés, c'est l'hypothèse qui est la plus effrayante. Parce que c'est une hypothèse qui me remettrait en cause ce socle de l'économie financière, parce qu'on a besoin des treasuries pour énormément d'activités en termes financiers. Aujourd'hui, ce qui rassure d'une certaine façon les investisseurs, il n'y a pas grand-chose qui les rassure, mais c'est qu'en fait, on est dans une espèce de récession classique. Voilà. On n'est pas dans une crise financière aujourd'hui. On n'a pas une crise financière de surinvestissement où on sait que c'est très long et très pénible à gérer. Bon, ça, on n'y est pas encore. Si jamais on le devenait, parce que justement, on avait une instabilité financière qui mettait en cause
des acteurs financiers. On sait qu'on a Tiger Global ou des hedge funds qui sont pas très très bien. Là, c'est le scénario catastrophe. Là, effectivement, et c'est ça, je pense, qui est une nervosité sous-jacente du marché, qui explique aussi le fait qu'on a énormément d'allers-retours avec des acteurs qui ne sont pas à l'aise du tout. Sur le bilan, juste une petite question, Zakaria. Autant le marché, quand la hausse de taux est signalée, arrive à anticiper, effectivement, le marché tout de suite price la hausse de taux avant même qu'elle soit délivrée par une banque centrale. Sur la réduction même passive du bilan, on m'a expliqué que c'était un peu différent. Que tant que c'était pas réel, le marché avait du mal à effectivement comprendre les effets et s'ajuster correctement. D'autant plus que, en fait, ça dépend de la. Pour l'instant, on est parti sur une Fed qui va laisser les maturités les plus courtes en fait, tomber sans réinvestir. Donc en fait, on a du mal à voir l'impact sur l'ensemble de la courbe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas uniquement en fait, le profil de maturité du bilan. Il y a aussi, donc premier sujet, c'est potentiellement s'ils en vendent, ça serait quelle maturité qu'ils choisiraient. Et deux, en fait, ce qu'on oublie, c'est que, ce qu'on oublie, c'est l'élément qui joue en plus, ce sont les investisseurs étrangers. On parle beaucoup des Japonais. Les Japonais ont liquidé fortement, massivement liquidé sur les chiffres qu'on a de façon décalée. On sait qu'ils ont été très gros vendeurs des treasuries. De treasuries sur les derniers mois. Alors que historiquement, ce sont des très gros acheteurs. Sûr. Donc ça, c'est un facteur qui peut jouer. Le troisième facteur qui peut jouer, ce sont les émissions du Trésor. Et là, en fait, on a plutôt, entre guillemets, une bonne nouvelle, parce qu'en fait, donc le Trésor américain révise à la baisse son besoin de financement. Donc, en fait, en combinant tout ça, il est très très dur de dire a priori l'impact d'une sortie aussi importante Donc on ne fera que constater l'impact au moment où la réduction passive du bilan sera engagée à partir du 1er juin graduellement. Et c'est aussi donc c'est là où la Fed, en fait, on le voit historiquement, c'est que dans leur communication, ils choisissent vraiment leurs mots et ils choisissent la façon de communiquer parce que, en fait, il y a beaucoup la confiance. Les treasuries, pourquoi c'est important ? Parce que c'est l'outil, entre guillemets, sans risque, qui est utilisé par différents types d'acteurs, pas que les investisseurs. Et du coup, en fait, la Fed, dans sa communication, elle a une part de rassurer sur le fait que les États-Unis restent un pays solvable. Oui, non, mais on en est là. Pas de problème. Et juste un point pour ajouter, peut-être un point un peu anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça. En fait, on a eu hier une nouvelle qui a, je pense, un peu inquiété les investisseurs. On a la personne en charge du quantitative tightening à la Fed de New York, Mme Logan, qui part à la Fed de Dallas. Ouais. Et en fait, on a déjà connu cet épisode-là il y a à peu près un an, où on avait deux personnes qui étaient en charge justement des opérations de marché au sein de la Fed de New York, qui je rappelle est le bras armé de la Fed. C'est par la Fed de New York que toutes les opérations ont lieu. Et en fait, il y a eu pardonnez-moi l'expression, mais un bazar monumental sur le marché parce que plus personne savait exactement comment ça fonctionnait. Non, mais réellement. Et donc, ces éléments techniques, parce que ce sont des éléments qui sont extrêmement techniques, quand on dit va y avoir moins d'émissions, c'est formidable, parce qu'il va y avoir moins de titres sur le marché, moins de titres disponibles pour s'échanger des treasuries au moment où on en a besoin pour faire justement des opérations entre acteurs bancaires et acteurs du système financier. Et ça, c'est très important, cette disponibilité. Aujourd'hui, on a un écartement des spreads sur les transactions en treasuries qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Donc attention également à ces petits aspects techniques. Je pense que ça rajoute de la volatilité. Bon. Je ne sais pas, elle a peut-être eu le temps de préparer quand même son départ pour la fête de Dallas. Et puis bon, la fête de Dallas, c'est pas très loin de New York non plus. Enfin, s'il y a besoin d'expliquer aux équipes comment il faut gérer, il faut y aller quand même. Hein. Je sais pas, il y a le téléphone aux États-Unis. Même Thibaut, il met du temps. Et pourtant, il pédale vite. Sur les banques, Thibaut, ce commentaire sur les banques centrales. Encore une fois, il y a beaucoup de gens attendent que la Fed, à un moment, marque une pause. C'est même, d'ailleurs, une stratégie qui est soutenue par Raphaël Bostic, je crois. 3 hausses de taux de 50 points de base. On engage la réduction du bilan et on marque une pause pour prendre le temps de regarder et de voir ce qui se passe. Alors... Non, mais le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que... Tout le monde attend ce moment. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est assez évident historiquement. L'économie, tout comme le pétrole, sont des phénomènes élastiques. C'est-à-dire que ils ont leur vie et ils réagissent à ce qui se passe autour d'eux. L'économie, elle est quand même attaquée par des niveaux d'inflation qui sont élevés, certes, mais c'est pas vraiment que ça, par surtout des restrictions des banques centrales, des taux de mortgage qui montent énormément, qui font que ça fait un effet qui va être un effet
sur l'immobilier américain qui va créer des effets de pauvreté, donc les gens commencent déjà à faire attention, etc. Des effets exogènes temporaires qui se sont à la fois succédés et prolongés, qui sont maintenant des choses qu'on est obligé d'intégrer dans la durée, même si par essence ils peuvent se régler en très peu de temps, le Covid dans Chine, l'Ukraine. Et tout ça fait que l'économie, du coup, va ralentir. Et donc la question est de dire, si on recolle encore une 50 ou 75 BP, une économie qui est en fait déjà en récession, mais on ne le sait pas, c'est quand même pas brillant, quoi. Et pourquoi c'est un sujet ? C'est un sujet parce que le pétrole lui-même est l'actif le plus liquide et le plus élastique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez le pétrole qui monte, vous avez une demande qui baisse immédiatement. Vous avez des projets, vous avez besoin de cuivre, vous n'allez pas arrêter d'en acheter. Pétrole, si vous avez envie de prendre des billets d'avion pour aller rencontrer quelqu'un et que c'est 200 € au lieu de 40 €, vous n'allez peut-être pas le faire. Or, c'est ce qui est en train de monter le plus. Donc la demande baisse structurellement, mais pas que sur le tourisme, sur tous les sujets. Ouais, c'est pas vrai. Le prix des billets d'avion, c'est plus 18% aux États-Unis le mois dernier, malgré un pétrole à plus de $100. Mais ce n'est pas le seul effet. Le pétrole, la demande baisse rapidement avec les niveaux élevés. De la même manière, la production est élastique. C'est-à-dire que quand vous avez un niveau qui est très haut, vous avez tout le schiste, les bitumineux qui recommencent. Alors que par exemple, sur d'autres matériaux, par exemple des minerais, parfois c'est 50 délais pour ouvrir. Donc on sait que ça n'arrive pas. Donc cette double élasticité fait que quand le pétrole va à $100, en moyenne un an après, il est à 60. Ce qui n'est pas exactement. Et donc nous, dans les scénarios, on dit toujours que ça va être constant. En fait, le pétrole est structurellement un zigzag parce qu'il est structurellement élastique et que la demande et l'offre varient quand il est haut et quand il est bas. Et du coup, le font partir dans l'autre sens. Tout cela fait que l'économie va avoir des ralentissements, qui sera probablement plus problématique d'ailleurs, de manière ironique, pour les valeurs retail et cycliques que pour la technologie, qui est pourtant celle qui souffle le plus actuellement. Donc on voit bien qu'on est sur un serpent qui se mord la queue assez sévèrement. Et ces séances qu'on a avec des taux qui baissent, des matières premières qui baissent et le Nasdaq qui sous-performe fortement le Dow Jones, comme on l'a eu lundi, c'est impossible de justifier par un scénario. Donc on voit bien le côté... C'est une anomalie, ça. On voit le côté liquidation. On voit le côté, pour le coup, quelque chose qui pourrait ressembler à une séance de capitulation, dans le sens où il n'y a pas de logique d'interconnexion entre les différents marchés. On vend à tout prix, vente forcée. Exactement. Et ça, tout ça fait que on est aujourd'hui dans une économie qui est challengée. Et la Fed, pour l'instant, a les moyens de dire il faut monter les taux. Et en plus, elle a envie de le faire. Elle a besoin de le faire. Et elle sait qu'elle a peut-être pas une fenêtre de tir très longue pour le faire. Il faudra juste pas aller trop loin. C'est-à-dire que s'ils font un point et demi, ça fera exactement comme en 2018. Je vous rappelle quand même en 2018, on oublie qu'en avril 2018, marché au plus haut, taux de 10 ans américain est à 3,10. Tout le monde s'en cogne complet. 6 mois après, il est à 3,10, c'est la panique. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. À l'époque, on nous sort une guerre commerciale. Ici, on a des perturbations avec l'Ukraine, avec le lockdown en Chine. Si tout ça durcit, l'économie américaine peut avoir une récession assez dure. Si tout ça se règle, on aura un peu moins de demandes, un peu plus d'offres, et au final, on sera peut-être sur quelque chose qui est à la limite plus sain. Et encore une fois, donc, à $100 le baril, aujourd'hui, dans les conditions, dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, visiblement, ça freine pas la demande. C'est peut-être plus à 150. Et ça appelle pas plus évidemment que ça freine la demande. Ça freine déjà la demande. La question juste, c'est combien de temps vous mettez à le voir, parce que le problème, c'est que freiner une demande, ça veut dire quoi ? Je sais pas, on met des boucliers tarifaires partout, on fait des chèques inflation énergie dans tous les pays européens. C'est quand même, je ne vois pas la destruction de demande évidente là. Mais posons une question simple. Quand vous avez des semi-conducteurs, que la demande augmente de 40 pendant que l'offre augmente de 20, comment vous allez voir que la demande faiblit si l'offre n'arrive même pas à la faire ? Il faut d'abord que vous arriviez à produire, parce que votre demande, si vous avez un peu moins de gens qui veulent les PS5, tant qu'il y a toujours une file d'attente de 1 an, vous ne le verrez pas en fait. Il y a toujours des gens qui voudront, qu'on n'auront pas. Donc la difficulté, c'est que tant que l'offre est très contrainte, le ralentissement de la demande met quand même du temps à se voir, puisque aujourd'hui elle est tellement excédentaire que vous avez du mal à la voir. Donc ça, c'est un vrai sujet. Votre offre, elle peut ralentir. Si la demande ne se met pas en face, ça ne fera pas grand-chose. Et donc, juste pour reprendre, conclusion de tout ça, c'est que oui, il y a un mécanisme de régulation mécanique de l'économie qu'il ne faut pas sous-estimer et qui va jouer son rôle aussi dans les prochains mois. Il y a un scénario classique qui est de dire on va être à 0 de croissance aux États-Unis, c'est-à-dire peut-être 2 points, 2,5 points sous le potentiel, ce qui arrive très régulièrement, ce qui n'est pas un problème, et ça fait ça 2 trimestres, et la Fed se calme. Il y a un scénario où elle va trop loin, et là on se fait plutôt du -2, -3. Là, c'est un vrai problème, parce que là, ça a des conséquences lourdes. Et donc la question, c'est quel va être le scénario, et ça dépend de beaucoup de facteurs temporaires et exogènes aux États-Unis. Donc leur fonction de réaction va dépendre de ça. Mais si on a des sentiments que l'inflation continue d'accélérer, ils pourront faire un peu plus, sinon ça sera assez dangereux. Donc le scénario consensuel de dire 2 fois 50 BP et après on attend, est probablement, enfin 2 fois de plus, et après on attend, est probablement, à mon avis, plus à risque selon la conjoncture que accélérable. Après, on est quand même toujours très orienté par les statistiques et le bon vouloir de nos amis chinois et russes, donc ce qui n'est pas la position la plus confortable qu'on puisse avoir. L'idée d'une stratégie 3 fois 50, une pause pour la Fed, ça a du sens ou... En tout cas, ils nous préparent pour ça. Ça a du sens dans l'idée où aujourd'hui, rappelons-le, la Fed a un double mandat, croissance, maximum, plein emploi et inflation. Plein emploi, c'est bon, on peut dire que c'est check.
Donc, le sujet, c'est l'inflation. Et l'accent est mis sur le retour, à minima, à un taux qui est un taux neutre. Bon, le taux neutre, on a tous du mal à le définir. Même M. Powell a dit que c'est une notion qui est plus théorique. Oui, théorique, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans ce chemin-là. Donc ça a beaucoup de sens. Aujourd'hui, où le scénario, on disait, le choc d'inflation est un choc très transitoire. Les goulots d'étranglement de la production, ça, c'est bientôt fini. Les semis, c'est bientôt fini. Il n'y a pas de sujet. Là, ce n'est plus le scénario central, donc ça a beaucoup de sens d'accélérer cette augmentation des taux. Et après, en fait, ils ne s'engagent pas à grand-chose en disant préparant que ça soit une pause, parce qu'au final, si on continue à avoir des surprises, j'allais dire positives, à la hausse sur l'inflation, rien n'empêche, ils l'ont déjà fait l'année dernière, ils l'ont déjà fait là, ils peuvent très bien dire non, mais finalement, on augmentera le taux de façon beaucoup plus marquée. Ouais. La Chine, peut-être un petit mot de la... Oui, juste en passant. Non, mais si, bon... C'est où Bon, le yuan baisse. Alors, je sais que le dollar monte face au yuan, effectivement, mais quand même, le mouvement depuis un mois est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de cette... hausse du dollar contre le yuan, baisse du yuan. Je pense que globalement, les Chinois ont un véritable sujet, c'est comment je stabilise mon économie alors que je suis en train de bloquer à peu près 40% de ma production du fait de ma politique zéro Covid. C'est quand même un sujet qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, on a des statistiques qui sont quand même assez peu crédibles. Hein. Moi, quand je vois l'inflation en Chine... des prix à la production qui commencent quasiment à atteindre 3, alors qu'on a la moitié du pays qui est sous confinement. Je me dis, bon, je ne sais pas exactement comment sont produites... Enfin, j'ai une idée de comment sont produites les statistiques chinoises, hein, puisque c'est très bien qu'un des principes chinois, c'est que le fonctionnaire fait la statistique et la statistique fait le fonctionnaire. Hein, donc là, on sait qu'il faut effectivement être assez rigoureux sur ce sujet-là. Mais en fait, ce qu'on a aujourd'hui effectivement en Chine comme sujet, c'est comment je stabilise la chose pour éviter d'avoir une récession en Chine, ou en tout cas une croissance tellement faible qu'elle ne permet pas d'absorber l'exode rural et ne permet pas de la création d'emplois. Et donc, en fait, on a deux leviers. On a effectivement un premier levier qui est un levier, on va dire, d'allègement monétaire. Donc là, la Banque centrale chinoise, je pense, est très contente de laisser filer un petit peu. Hein. Bon, on n'est pas encore sur des niveaux très spectaculaires. Hein. Si on prend un peu plus de recul, 6,8, c'est pas énorme. Mais néanmoins, c'est quand même, ça allège un petit peu. Et le sujet, c'est est-ce qu'on va aller au-delà ? C'est-à-dire qu'on a énormément de discours en Chine sur on va relancer les infrastructures. Ça fait, je pense, un mois qu'on entend énormément cette chose-là. Quand on regarde ce qui se passe vraiment, alors on a une petite augmentation du crédit. Enfin bon, on a encore un promoteur immobilier, Sunac, qui s'est déclaré en faillite en défaut de paiement encore ce matin. Bon, donc ça marche pas super. Et puis quand on regarde, par exemple, les ventes de machines excavatrices en Chine, on s'aperçoit qu'elles vont quasiment toutes vers l'exportation. Elles vont pas vers le marché chinois. Donc ça veut dire que, oui, certes, on parle d'énormément de choses, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se met véritablement en place. Donc la Chine est aujourd'hui dans une situation absolument, un piège absolu. Soit ils retournent leur politique zéro Covid en admettant que, en fait, ça marche pas. Et donc c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, il faut rhétoriquement bien préparer la chose. Soit c'est pas le cas. Et on peut se retrouver avec une Chine qui se referme. Et une Chine qui se referme historiquement, quand on voit ce que ça a fait dans les siècles passés, on a un impact qui peut être très important pour tout le monde, financièrement, économiquement, etc. Et on sait que c'est une des tentations du pouvoir chinois, de refermer l'économie en disant finalement ça marche pas si mal, on va avoir un peu de frugalité, on va calmer un peu tout le monde, et on va revenir véritablement à un socialisme avec des caractéristiques chinoises. Va falloir suivre ça très fortement. Ça m'inquiète plus que le prix du yuan, en fait, pour ne rien vous cacher. C'est effectivement comment est-ce que on va sortir de cette situation qui est une espèce de paradoxe absolu, et il faut sortir du piège. Donc soit effectivement on en sort en disant le Covid, c'est plus vraiment le Covid et en fait tout va bien. Ok, ça c'est mon scénario central parce que je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Si c'est pas le cas, on peut avoir effectivement un resserrement extraordinairement fort, une instabilité politique en Chine. Et là, on n'est plus sur les mêmes scénarios économiques. Bon, avec le 20e congrès à suivre, exactement, un enjeu politique majeur. Deuxième semestre, mais on ne sait pas justement s'il pourrait pas être avancé. Ah bon oui. En fait, il y a des rumeurs là-dessus en disant que oui. Il a toujours été dit ce serait au deuxième semestre. Donc tout le monde dit c'est octobre. Oui. Et le deuxième semestre, ça commence en juillet. Donc ça pourrait être une façon pour eux d'accélérer les choses pour après changer de politique économique. Voilà. Donc la politique chinoise est parfois très compliquée à suivre, mais elle nous impacte énormément.
Bon, sur la Chine, je ne sais pas quels sont les commentaires. La baisse du yuan, est-ce que ça rappelle un peu les souvenirs de 2015? Mais bon, visiblement, il n'y a pas besoin de voir le yuan baisser pour mettre la pagaille partout en ce moment sur les marchés. C'est ça, La pagaille est déjà... Non, mais c'est vrai que, comme le dit Wilfried, on a du mal à voir la sortie par le haut de cette quadrature du cercle sanitaire en Chine, quoi. On s'attendait à une relance monétaire. Il n'y en a pas eu. On voit que l'accent est plutôt mis sur la politique fiscale. Voilà, quand on voit les communications justement du bureau politique, c'est plutôt dans le sens il faut soutenir les acteurs, il faut soutenir la consommation. Oui, enfin la baisse du yuan, c'est bon pour les exports. Ça va un peu à l'encontre de l'idée du consommateur chinois et du pouvoir d'achat Le double et de la flux, consommation. le double flux, c'est oui, plus ça, vraiment la la mode. consommation en Chine. Et tout à fait, et même la politique monétaire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ils n'achètent pas tellement ce scénario-là, parce que au final, la baisse du yuan, ça traduit aussi une anticipation de baisse monétaire à venir. C'est-à-dire qu'on est globalement plutôt pessimiste sur la croissance chinoise. On pense quand même que la PBOC va devoir faire quelque chose là-dessus pour soutenir l'économie et soutenir justement la partie exportation. Après, oui, le sujet du moment reste quand même toute la limitation de la production par rapport au confinement. Faut voir... c'est le premier sujet qui va définir la trajectoire, en tout cas sur les semaines à venir. Ils essayent de bouger quand même un peu au sein de la politique zéro Covid stricte. On verra si ça peut permettre dans quelques mois. Pas clair quand même. Hein. Le flexible zéro, on ne voit pas tellement comment est-ce qu'il se différencie du 000 triple 0. C'est quand même compliqué. Thibaut, sur la Chine, si vous souhaitez. Et puis sinon, est-ce qu'il faut acheter, là, dans ces moments un peu compliqués de Je préfère répondre sur la Chine. Ah bah non. Est-ce que vous aurez la deuxième question aussi? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut acheter? Ça marche. Non, sur la Chine, il ne faut pas oublier un truc quand même, c'est que la Chine est un pays dont la politique est une politique qui est très longue. C'est-à-dire que être une dictature a des défauts et des avantages. Un des avantages, c'est quand même que vous pouvez globalement faire des choses dans la durée. Alors que des gouvernements qui sont là dans nos pays européens, parfois pour quelques années, effectivement en Allemagne, mais parfois quelques semaines ou mois en Italie, sont obligés de faire des choses assez immédiates. Or, on est dans une crise qui est structurellement conjoncturelle. C'est un peu bizarre, mais on peut dire que voilà, par définition, le Covid, c'est quand même quelque chose qui a vocation... C'est du conjoncturel qui dure, quoi. Ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, ils vont finir par nous pondre un vaccin ARN messager. Donc, ils finiront par avoir leur vaccin probablement au troisième trimestre. Donc, on sait qu'on a une fenêtre de tir galère qui, à l'échelle du monde, est compliquée. Et leur question va être, dans la politique qu'ils ont définie à long terme, est-ce que décourager tous leurs partenaires qui viennent produire en Chine en les empêchant de produire est quelque chose qui a un avenir colossal à un moment où tout le monde a plutôt envie de rapatrier? Ça semble difficile. Ça reste totalement conjoncturel. On peut avoir 6 ou 7 jours sans aucun cas et que ce soit fini. On peut avoir le contraire. Mais ça reste des choses qui ne sont pas forcément toujours de nature à changer la trajectoire chinoise, qui est généralement une trajectoire de très long terme qui donne et qui, historiquement, n'a pas vraiment varié sur des éléments conjoncturels. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut, à mon sens, garder en tête. Pour le marché, si vous êtes investisseur de très long terme, aujourd'hui, vous avez des niveaux, en Europe particulièrement, qui sont extrêmement bas, sur des croissances très élevées, malgré les sociétés qui ont été prudentes. Donc la fenêtre de tir pour être investi me paraît assez évidente. Si vous n'aimez pas la volatilité et que vous voulez trouver le point bas, honnêtement, your guess is as good as mine. J'ai zéro idée parce que quand on a des sociétés de forte croissance qui arrivent à 15, 12, 10 fois les résultats, pourquoi ça n'irait pas à 9 ou à 8? Après, à un moment donné, les gens aussi peuvent ne plus croire à cette idée des résultats. Et donc, qu'ils aient raison ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, c'est quand vous avez des sociétés qui ont 2 ans de carré de commande, on leur dit oui, mais le cycle se termine, on dit bah, il y a quand même 2 ans de carré de commande à épurer. Donc, même si ça baisse. Dans 4-5 ans, il n'y a toujours pas de sujet. Non, mais si on se met dans un cadre rigoureux qui correspond aux horizons de temps qu'il faut avoir sur les marchés boursiers, actions, et évidemment, je sais que ces horizons de temps, on les respecte jamais, mais si vraiment, de manière stricte... On est très à l'aise. On est très à l'aise. En plus, il ne faut pas oublier une chose qui est bête, c'est que les marchés américains sont toujours beaucoup plus chers que les marchés européens, pour une raison assez simple, qui est qu'ils ont plus de croissance, qui sont plus réactifs. Tout un tas de choses qui le rendent justifié, puisque la croissance des résultats des entreprises américaines dans la durée éclate les indices européens. Et ça a fait un écart important. Le problème, c'est que là, les marchés ont baissé avec des écarts qui n'ont pas tant que ça réduit. Ce qui fait que les valeurs US sont beaucoup moins chères, mais ne sont pas non plus à des niveaux tout le temps gratuits, quoi. Les valeurs européennes, elles, dans la même logique, sont devenues à des niveaux qui sont très bas. Et très bas, alors qu'on est sur l'Eurostoxx 20 à 30% de moins que la moyenne historique, mais une moyenne historique qui s'est construite sur des taux à 4 ou 5. Donc l'idée qu'on puisse que 25% plus bas avec des taux à 1,5 soit un problème me paraît farfelu. Donc sur financière à Bevel, on reste à l'aise et investi. Après, on n'est pas très trader de toute façon, donc savoir si c'est le point bas, j'en ai pas la moindre idée, mais je suis à l'aise. Pour revenir sur l'Asie, les US, peut-être de manière un peu plus modérée parce que le vent est violent et qu'on n'a pas une lisibilité colossale, et en faisant quand même gaffe à la devise américaine qui est quand même maintenant très haute, donc peut-être plus parfois en faisant des investissements couverts. Non, mais on se concentre sur ce qu'on maîtrise, quoi, aujourd'hui. Que dit le stratégiste ?
Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense qu'en ce moment, on est dans des niveaux où on peut déjà rebâtir, par exemple, des positions de rendement, des positions de taux. Même si on sait qu'on peut toujours avoir un peu plus de panique, vous dites, c'est bon, si on a des horizons de temps qui vont avec... Le risque commence à être payé. Alors déjà, quand vous êtes à plus de 1, 1% sur la dette allemande, vous êtes à 3% sur la dette US, vous commencez à être payé, vous commencez à avoir un rendement. Donc on était très à l'écart de ce type d'investissement. On commence à rebâtir des positions. La même chose aussi pour les marchés européens, même certains pans du marché américain qui commencent quand même là aussi à être à des niveaux quand même très intéressants compte tenu du niveau de croissance. Le marché sur lequel moi je suis moins à l'aise, c'est effectivement le marché chinois, même si c'est le marché le moins cher. Mais effectivement, quand on a un pouvoir politique qui est aussi peu lisible, ça me paraît compliqué fondamentalement d'y aller, même s'il y a probablement des choses tactiques à faire là-dessus, mais moi je suis moins à l'aise là-dessus. Mais en revanche, sur la partie valeurs européennes, sur la partie même donc certains segments de la côte américaine qui ont quand même pas mal baissé avec des perspectives qui sont tout à fait correctes et Thibault le rappelait avec des résultats qui saison après saison montrent quand même une énorme résilience. Quand même, il y a des choses à faire. Il ne faut pas y aller. C'est pas le moment de jouer au héros. Mais rebâtir un certain nombre de positions progressivement, oui, ça me paraît une bonne idée. Oui. Bon, sur les marchés de taux et de crédit, alors est-ce que le risque est suffisamment bien rémunéré aujourd'hui ? Sur le marché du crédit, le risque est plus qu'entièrement rémunéré, parce que grosso modo, si on prend les spreads de crédit, la prime de risque de crédit, si on prend l'exemple du marché high yield, donc c'est les émetteurs les moins bien notés, le marché il price que grosso modo, entre 25 et 30% des entreprises font faillite d'ici 5 ans. Sur quoi ? Sur l'Europe ? Sur l'Europe, voilà. D'accord. Donc c'est minimum un quart des entreprises qui font défaut. Historiquement, on a 5% de défaut. En récession, c'est quoi ? Sur un cycle complet. D'accord. Donc on a 5%. D'accord. Actuellement, le taux de défaut, c'est autour de 0,2%. Donc c'est pour vous dire la déconnexion entre la valorisation fondamentale du crédit et la réalité des prix de marché. Après, est-ce que ça peut aller plus loin ? Oui, parce que techniquement, il y a des gens, quand ils achètent le marché du crédit, ils achètent la partie taux plus la partie spread. Et quand on voit la volatilité des taux depuis le début de l'année... Il y a un risque de taux toujours devant. Exactement. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller s'exposer sur la prime de crédit, qui est plus que rémunératrice pour le risque qu'on prend. Mais sur la partie taux, là, ça dépend vraiment de l'horizon d'investissement. Et effectivement, sur du long terme, ça commence à être intéressant. Sur du court terme, on peut avoir un pricing de BCE qui peut être plus agressif. En tout cas, on est très dépendant surtout de la composante énergie. Et tant qu'on n'y voit pas très clair là-dessus, sur la partie courte, il vaut mieux être plutôt couvert contre le risque de taux. Petite parenthèse, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un risque, puisqu'on parlait de spread, d'un risque de fragmentation exacerbée sur les souverains en zone euro ? On en parle ? Les spreads restent... On en parle, les spreads restent contenus. On a eu une tension sur le spread italien qui a frôlé les 200 points de base contre l'Allemagne sur le segment 10 ans. Puis depuis, en fait, ça c'est bien revenu. Mais d'ailleurs, sans aucune communication spécifique de la BCE ou sans aucune nouvelle fondamentale là-dessus. Donc, pour l'instant, non. On voit qu'il y a eu des rumeurs comme quoi la BCE travaille sur un instrument de stabilisation avec des achats qui peuvent être stérilisés, revendus par la suite. Donc il y a des discussions là-dessus. Ça peut être ça qui limite l'écartement des spreads. Le deuxième facteur, malheureusement, se construit toujours dans la douleur. On voit qu'il y a de la solidarité par rapport à la crise ukrainienne. On voit qu'il y a des volontés de solidarité sur le côté fiscal par rapport au coût de l'énergie. Donc ça, ce sont des éléments qui tendent à rassurer contre la fragmentation au niveau de la zone euro. Et on verra quand même les élections législatives françaises. Ah oui. Oui. Si on a une très mauvaise surprise au niveau des élections législatives françaises, qui n'est pas mon scénario central, là je pense que le sujet des spreads deviendra un énorme sujet au niveau européen. Un énorme sujet. Donc attendons quand même le 19 juin pour être totalement rassuré sur la question. Bon, là-dessus, Thibault, je ne sais pas, il nous reste 20 secondes, mais l'heure de vérité arrive pour savoir est-ce qu'on va payer le gaz russe en roubles. A priori, Mario Draghi nous dit oui, on pourra trouver la manière de faire sans... tout en se conformant aux sanctions européennes. Non, mais le sujet doit être tranché. Les prochains paiements arrivent. Là. Tous ces points. Les sujets politiques n'ont jamais finalement d'impact sur le marché. Tout ça, les élections, ça ne fait jamais bouger à la fin. Ça fait bouger 3 jours et c'est fini. Le sujet de payer en rouble ou pas, c'est presque éthique. Est-ce qu'on a envie de leur donner des roubles ou pas ? En vrai,
Ça ne changera rien. De toute façon, le pétrole qu'on ne leur vend pas, il part en Asie, puis nous, on va acheter les capacités qui ne sont pas achetées par l'Asie. Donc il y a une sorte de truc un peu tournant qui ne change pas la donne de l'offre et de la demande. Là, se retrouver demain coupé du gaz russe, ça ne change rien au problème. Je ne pense pas qu'on sera coupé. Je pense que s'il faut payer en rouble, on le fera en rouble. Ça ne changera pas la oui, face du donc monde. voilà. Donc il y a quand même une forme de pragmatisme. Il y aura, mais évidemment, il y aura un deal trouvé. Et je pense que sur la partie européenne, n'oublions pas que la Banque centrale a... avec une certaine difficulté dans les années 2010 et plus facilement depuis, trouver une forte crédibilité et que si elle dit qu'elle ne veut pas de fragmentation de la zone, il n'y en aura pas et qu'elle a les moyens d'en empêcher. Donc ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui, chez Financière Arbevel, nous préoccupe. À la fin de la journée, elle trouve toujours la bonne réponse. Merci. Elle trouvait la bonne réponse. Elle trouvait la bonne réponse. Bon, on verra. Prochain meeting de la BCE le 9 juin. Merci beaucoup, messieurs. Thibaut Prébet, la financière Arbevel, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Zakaria Darwish, CPR Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous parlons finance solidaire avec Frédéric Vuillot, qui est à mes côtés en plateau, le fondateur de Mediatico et directeur de Mediatico, bien sûr, mediatico.fr, le média de l'économie à impact. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire Favet, bonsoir à tous. Bon, sujet inépuisable autour de l'emblématique Total Énergie. Ce sera le rendez-vous parmi la saison des assemblées générales annuelles des actionnaires qui se déroule en ce moment. Celle de Total est attendue le 25 mai. Donc on reparle de Total, de la gouvernance, du climat et du cas Total. Et du cas Total Énergie. Oui, parce que bon, alors j'étais venu vous en parler fin février. Rappelez-vous, début de la guerre en Ukraine, le 24 février. On peut garder cette date en mémoire, parce que contrairement à d'autres pétroliers comme BP, qui avait décidé immédiatement de quitter la Russie, Total Énergie, lui, il a essayé de rester le plus longtemps possible, malgré la guerre en Ukraine, pour continuer ses activités. Alors la finance responsable s'en était émue, bien sûr, les ONG aussi. Même JP Morgan Chase avait décidé d'exclure les obligations russes de ses index ESG, environnement, social, gouvernance. Et puis fin mars, Total a fini par dire qu'il gelait ses activités en Russie, sans quitter la Russie pour autant non plus. Il prépare ses arrières pour le jour où ça ira mieux. Et puis là, Total Énergie redevient la cible des investisseurs responsables, et en particulier du Forum pour l'investissement responsable, qui réunit toute la communauté de l'investissement responsable en France, pour une question de gouvernance. On va, avoir l'Assemblée Générale de Total le 25 mai, et en conseil d'administration, il y a 15 jours, qu'a décidé Total Énergie? Il a décidé de rejeter une résolution externe d'actionnaires qui portait sur la stratégie climat de Total. Et ce rejet va empêcher l'ensemble des actionnaires de se prononcer sur cette stratégie climat lors de l'Assemblée Générale. C'est donc un refus de démocratie actionnariale. Qui était une résolution non contraignante, uniquement consultative, c'est ça consultative, oui, bien sûr. Oui. Non contraignante, mais effectivement, l'idée, c'est de demander à de jauger un peu. Non, bien sûr. Mais alors, ces actionnaires, ils pèsent pas très lourd. Ils sont 11, ils pèsent moins d'1% du capital. Donc, effectivement, il n'y a rien d'absolument contraignant dans l'affaire. Que demande le Forum précisément Alors, le Forum pour l'investissement responsable, il demande tout simplement aux législateurs de trancher. Il dit que de nombreuses entreprises pétrolières dans le monde examinent aujourd'hui ce type de résolution climat, donc il n'y a pas de raison que Total ne le fasse pas. Il rappelle que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a encouragé l'an dernier à saisir le législateur si besoin pour faire respecter le droit des actionnaires sur les sujets ESG. Et donc, le Forum pour l'investissement responsable, il les soutient. Alors donc, je vous dis, ils sont 11 actionnaires, ils ne pèsent pas beaucoup, très bien, mais ils sont quand même dans leur droit avec cette résolution de Say on Climate. Donc, le FIR demande à l'AMF de réintégrer en fait cette résolution climat à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de Total. Il invite l'AMF à publier son avis sur le cas Total Énergie et donc à prendre position. Et puis il demande finalement aux législateurs d'autoriser l'autorité des marchés financiers à l'avenir à arbitrer exactement comme ça se passe aujourd'hui aux États-Unis. Pourquoi pas en France ? C'est une belle manière pour le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, de fêter ses 20 ans cette année, Frédéric. Ouais, c'est ça. Voilà. On les entend et on va les entendre encore dans le débat public. À cette occasion, effectivement, des 20 ans du FIR. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer leur soirée la semaine prochaine. Ça va être dans un très beau lieu, c'est au couvent des Récollets à Paris. Magnifique. Alors, au début de la soirée, on va parler des origines du FIR avec une bonne partie de leurs cofondateurs de l'époque, il y a 20 ans. Ils sont toujours actifs parce que, vous savez, quand on s'engage pour la finance responsable,
responsable. C'est un engagement de vie, quelque part. Et puis après, dans le reste de la soirée, il va y avoir une interpellation de la finance responsable en général, des financiers, par des acteurs de la société civile, des ONG, des jeunes de 20 ans, qui vont leur dire, bon, quand même, sur le climat, sur le pouvoir d'achat, sur les enjeux de transition écologique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez au fond des choses? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut transformer? Donc on va parler de climat, on va parler d'inégalité de revenus, on va parler du changement d'échelle, de cette finance d'impact. On va parler aussi, bien sûr, du label ISR, parce que sera présente Michel Papalardo, qui est la présidente du comité du label ISR en ce moment. Et puis pour finir, le FIR va présenter ses propositions dans un livre blanc. Et c'est donc une belle soirée qui se profile. Mais bien sûr, c'est pour les adhérents. C'est réservé aux adhérents du FIR. On ne pourra pas y aller. Non. Mais vous nous raconterez s'il y a des choses intéressantes qui se sont déroulées à ce moment-là. Dans les interpellations, je pense que ça peut être pas mal. On aura Cécile Duflot, on aura le président de la Fondation Abbé Pierre. Voilà, il y a 2 jeunes qui sont engagés pour la transition écologique dans ce collectif de jeunes très engagés en ce moment. Enfin, donc, belle confrontation avec le monde de la finance. Absolument. Juste pour revenir sur Total, donc le FIR, Forum pour l'investissement responsable, donc, qui fête ses 20 ans, est en première ligne, mais il a des soutiens. Et on retrouve évidemment Rift et sa plateforme Lita, dont on parle régulièrement avec vous, Frédéric. Mais c'est même pas sur le même sujet. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que oui, le FIR a des soutiens, mais sur des sujets qu'on arrive à croiser. En fait, chacun trouve des raisons de ne pas être d'accord avec la stratégie de Total. Rift, je le rappelle, c'est donc une application mobile qui a été lancée par la plateforme lita.co, qui fait du financement citoyen participatif sur Internet. Et Rift permet à tous les citoyens de tracer et de savoir ce qu'il y a dans leurs produits d'épargne. Donc est-ce que l'argent qu'il y a sur mon livret de développement durable, est-ce qu'il finance vraiment le développement durable? Est-ce que l'argent que j'ai sur mon compte... non. Non, mais oui, je sais, on a déjà parlé de ça. 20%, voilà, on en a déjà parlé. Est-ce que mon contrat d'assurance vie solidaire va vraiment financer l'économie sociale et solidaire? Même question, récurrente évidemment. Donc Rift, il ausculte nos placements financiers. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que 15 à 20% des produits d'épargne en France financent les activités de Total. Donc là, on se dit, OK, il y a un sujet. À quelques jours de l'Assemblée générale de Total, il tire la sonnette d'alarme sur un projet en particulier, c'est celui du pipeline EACOP, que Total va construire en Afrique. Et Rift nous dit aujourd'hui que c'est une véritable bombe climatique. Ah oui, d'accord. Donc on n'est plus du tout sur le sujet Russie, Ukraine. Plus l'Ukraine, c'est plus la gouvernance. C'est vraiment ce projet de pipeline, un projet industriel au cœur de l'activité de Total, un oléoduc entre l'Ouganda et la Tanzanie. Donc on est dans l'est de l'Afrique. C'est le plus grand oléoduc chauffé au monde qui va être construit sur une longueur de 1500 km. Je rappelle juste que le rapport du GIEC nous dit qu'on a à peine 3 ans pour inverser la courbe du réchauffement climatique et se protéger encore un petit peu. C'est pas du tout la trajectoire que prend Total. Et ce projet EACOP, en fait, c'est un projet qui va générer 34 millions de tonnes de CO2 par an, qui va exproprier 86 000 personnes pour forer 400 puits d'extraction, dont un tiers, 130 à peu près, à 130 puits, vont être forés dans le plus grand et le plus vieux parc naturel d'Afrique. Alors, comme la plupart des banques françaises et européennes d'ailleurs sont actionnaires de Total Energy, et comme nous finançons presque tous Total Energy avec nos produits d'épargne, eh bien ce que dit Rift, c'est qu'il faut mobiliser les citoyens. Il nous invite à signer la pétition de l'ONG 350.org pour demander aux banques de voter contre le plan climat de Total Energy lors de toujours cette fameuse Assemblée générale du 25 mai. Déjà l'an dernier, c'était le sujet et effectivement, il y avait une résolution, je crois, l'an dernier à l'Assemblée générale de Total, alors qu'avait obtenu très peu de soutien par rapport à ce que les actionnaires ayant déposé cette résolution espéraient, mais voilà, on verra ce qui se passe. En fait, on fait de la politique dans une assemblée générale. Bien sûr, on essaye de faire passer uniquement les résolutions qui ne dérangent pas la direction en place. Oui. Vous savez, moi, je me rappelle quand il y a 2-3 ans, quand Patrick Pouyanné a dit mais moi, la transition écologique, ça compte pour moi, et effectivement, on aura 20% de notre production d'énergie qui sera non fossile à horizon 2050. Moi, je me suis dit 2 choses. 2050, c'est pas demain. On pourrait quand même aller plus vite quand on est en période d'urgence climatique. Et deuxième chose, si c'est 20% d'énergie non fossile, il en reste 80% qui reste fossile à horizon 2050. En fait, ils n'ont pas compris.
Et je sais bien que c'est leur cœur de métier, mais il faut se réinventer quand on s'appelle Total Energy. Ils ont déjà changé de nom, je ne suis pas sûr que ça suffise. Bon, il nous reste 3 minutes, quelques idées de placement utiles, responsables, solidaires, Frédéric. On a compris que Total Energy ne fait pas partie des placements que vous considérez comme utiles, responsables et solidaires. Mais chacun peut se faire son avis sur Total Energy, qui est loin d'être quand même la moins bien disante des grandes pétrolières mondiales sur les sujets climatiques, quand bien même... tout n'est pas parfait, c'est pas mon point. Mais bon, d'autres idées alors peut-être que Total Energy. Alors on va rester sur la plateforme Lita.co, donc je rappelle qui est à l'origine de l'application Rift. Vous avez vu en ce moment dans l'actu ces pénuries d'eau, vous avez vu la sécheresse en France. Oui, bien sûr, stress hydrique majeur déjà. Exactement. Oui. Et donc sur Lita.co en ce moment, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Innovaya. Innovaya, c'est une start-up for good qui développe depuis 2018 une technologie sur le traitement de l'eau. Alors l'objectif, c'est de réduire la consommation d'eau des villes et des industries. C'est aussi de rendre l'eau potable accessible à tous. Et en fait, c'est un système de membrane filtrante avec extrêmement peu de produits chimiques. Donc, ça préserve la biodiversité. Et il lève en ce moment 2 millions d'euros, dont 500 000 euros en obligations convertibles par levée de fonds citoyenne sur Lita.co. Et puis, un autre projet dans l'économie sociale, ça s'appelle Sail Coop. Alors, vous imaginez qu'avec un nom comme ça, c'est une coopérative, évidemment. C'est la première coopérative de transport de passagers en voilier. Ça réduit les émissions de carbone, ça permet de voyager autrement. On est déjà dans le slow tourisme, c'est la mode en ce moment, le slow tourisme. Et Sail Coop, ça vous fait rire ? Non, parce que c'est du transport... de passagers. C'est du transport ou du tourisme ? Alors, c'est du transport entre la Corse, parce qu'ils sont en Méditerranée principalement. Donc, en fait, ce qu'ils veulent faire, là, ils veulent acheter leur première flotte de voiliers d'occasion pour sillonner la Méditerranée et lancer ou développer davantage leur marché. Ils font leur première levée de fonds, là, ils ont à peine 6 mois, c'est tout nouveau. Ils font leur première levée de fonds, ils veulent lever 250 000 euros, et en fait, on peut devenir sociétaire à partir de 100 euros. Et donc, voilà, donc c'est du transport de passagers en Méditerranée pour commencer. Voilà. Très clair. Et puis j'ai une dernière petite info. Rapidement. Bien sûr. Quand même, signalons que FAIR, l'ancien Finansol, publie en ce moment avec le soutien de la Fondation Massif et de la Fondation Crédit Coopératif le premier guide pratique de l'actionnariat solidaire. Ça s'adresse aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui veulent ouvrir leur capital aux citoyens, qui veulent apprendre comment faire, qui veulent les trucs et astuces. Et on peut télécharger évidemment ce guide sur le site finance-fair.org. Merci beaucoup Frédéric de venir une fois par mois nous parler donc de l'actualité de la finance solidaire et de l'économie à impact au sens large. Vous êtes le fondateur et directeur de Mediatico.fr, le média justement de l'économie sociale, solidaire et de l'économie à impact. Merci. Voilà pour ce quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 pour une nouvelle émission sur Bismart.